C'est un scénario qui est confronté à deux blocages. Le premier blocage, c'est l'extrême difficulté des partis de se réunir. Et ça s'explique par la nature unitaire du pouvoir. C'est-à-dire qu'on est dans un régime monolistique. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je voulais dire, on est dans un monolistisme politique, c'est ce que je veux dire. De prendre le pouvoir, en ce sens que l'opposition, il est difficile à l'opposition camerounaise de se regrouper autour d'une figure. Oui. Compte tenu d'une part de l'extrême segmentation sociologique du Cameroun et de la société camerounaise, ensuite d'autre part de la nature même du pouvoir unitaire. Parce que dans le pouvoir unitaire, celui qui prend le pouvoir a tout, les autres n'ont rien. Donc vous tentez de dire justement que le pouvoir unitaire au Cameroun, la machine, je vais dire, le parti un tout petit peu comme le Parti communiste chinois. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ceci. Le Cameroun est composé de tribus. Oui. Donc, pour pouvoir succéder à Biya, il faut regrouper un maximum de tribus. Malheureusement, c'est cela qui est difficile parce que le pouvoir est unitaire. C'est-à-dire celui qui prend le pouvoir prend tous les autres n'ont rien. En conséquence, quand on demande à quelqu'un d'aller soutenir quelqu'un d'une autre communauté, c'est le signe qu'il va plutôt donner ses voix à cette communauté. Donc ça rend pratiquement impossible toute coalition intercommunautaire. Et là-dessus, ça rend l'hypothèse d'un opposant qui évincerait le régime de Biya est improbable. On détruit ce scénario. Et il y a un autre scénario, celui d'une transition démocratique à l'intérieur du RDPC. Le deuxième scénario, lui-même, il est improbable. Parce que le RDPC... Donc un peu comme en Russie et en Chine. Non. À l'intérieur du RDPC, je n'ai pas encore abordé ce niveau-là. Ah d'accord. Le RDPC est une sorte de bureaucratie politique. Ce n'est pas un parti politique. Autrement dit, les pouvoirs que les gens ont à l'intérieur du RDPC sont des pouvoirs délégués par le chef de l'État, celui qui les nomme. Oui. Donc quand il n'est plus là, ces gens-là n'ont aucune légitimité. Le pouvoir, le RDPC n'est pas capable de garder sa cohésion en l'absence du président de l'État. Le RDPC ne peut pas. Donc le RDPC n'est pas capable d'assurer à lui seul une transition politique démocratique. Ça, c'est un scénario à exclure. Oui. Le troisième scénario, c'est ce qu'on peut appeler la transition orientée. De grève. Voilà, on va en revenir. La transition orientée, c'est une transition dans laquelle le président Biya désigne un héritier. Et en même temps, lui confère toute sa machine. C'est-à-dire qu'un peu dans une certaine logique, ce que fait Ahidjo par rapport à lui. C'est-à-dire que le président Biya lui-même de son vivant désigne quelqu'un et lui transmet en réalité tout le pouvoir, toutes les allégeances. Maintenant, le cas Franc intervient ici, oui. En ce sens que Franck peut-être la fidélité, oui. C'est-à-dire il est plus facile à Franck d'hériter des allégeances de son père plutôt que qu'à quelqu'un d'autre. C'est donc pour ça que la transition dirigée en faveur de Franck est un scénario très probable. Alors qu'en faveur de quelqu'un d'autre, c'est possible, mais ce n'est pas sûr que les allégeances vont suivre. Ça, c'est le troisième scénario. Le quatrième scénario, c'est celui du coup d'État. Dans l'hypothèse où les civils n'arrivent pas à trouver un consensus, c'est sûr que c'est vrai. Et ce coup d'État serait également suivi d'une transition orientée, c'est-à-dire les militaires qui vont prendre le pouvoir vont essayer d'orienter la transition. Là, voilà les deux scénarios les plus probables. Il y a d'autres scénarios qui sont improbables. Par exemple, celui à la Kabila, c'est-à-dire un mouvement militaire qui vient envahir la capitale. Ce genre de scénario demande un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies au Cameroun. D'abord, il faut le soutien d'un pays voisin. Il faut également le soutien des pays étrangers.
Et là, c'est assez difficile à voir. Alors, et enfin, le 6e scénario, c'est le scénario d'une insurrection, qui est également un scénario improbable. Donc, en définitive, le scénario le plus probable de la succession des biens, les deux scénarios les plus probables, c'est toujours des scénarios orientés, soit par Biya lui-même, auquel cas son fils part extrêmement avantagé, parce qu'il peut plus facilement hériter des allégeances de son père, et en second lieu, la transition orientée par l'armée. Voilà, à mon sens, de manière strictement objective, ce qui se dégage d'une analyse stratégique objective tenant compte des données structurelles de la situation, du jeu des acteurs, et éventuellement... Fridolin, vous êtes d'accord avec ce que vient de développer comme argument Monsieur Dieudonné Somba? Je rappelle que vous êtes sur mon radio 87.7 et pour les milliers de télé-auditeurs et de radiospectateurs, ils peuvent justement s'abonner à la page Facebook justement de mon radio. Fridolin, vous avez la parole justement au sujet à la suite justement de ce que vient de dire bien sûr Dieudonné Somba. Alors je vous pose une question pour vous passer justement la parole. Pensez-vous véritablement que Paul Biya puisse céder son fauteuil à son fils? Dans mon texte que j'ai publié récemment sur l'imposture, Franck Biya, au compte de l'imposture, j'avais rappelé ce que Biya avait dit à ce sujet. J'avais rappelé qu'il avait dit expressément que le Cameroun est une démocratie. Donc, le moment venu, ils vont trouver le moyen de désigner quelqu'un par les mécanismes constitutionnels. Oui. Si Biya ne le fait pas, la première chose que je vais dire, c'est qu'il est devenu un truand politique. Là-dessus, vous êtes d'accord, Dieudonné Somba? Parce que si un vrai... Attendez, je vais pas... Moi, je préfère qu'il finisse ça. Oui, je voudrais d'abord terminer. Laissez que... Je n'ai pas intervenu, je ne suis pas intervenu quand il parlait. Donc, laissez-moi bien dérouler la chose. Je dis, je répète, que lorsqu'un monsieur qui est reconnu sage, qui est identifié comme un sage africain, dit sa parole, il dit que le moment venu, ce n'est pas la monarchie, c'est la République. Lorsque ça va arriver le moment d'aller au village, on va organiser la chose. Si quelqu'un ne le fait pas, il n'est plus sage, il est un truand politique. Et je ne pense pas que le président Biya puisse être considéré jusqu'à date comme un truand politique. C'est la première chose. Monsieur Dieudonné Somba, il y a quelque chose que je dois dire, c'est que l'analyse stratégique, oui, la prospective, moi je comprends ça très bien. Mais il y a quelque chose d'important. Comme la stratégie, c'est une sorte de science. Oui. Il y a un principe en science, en épistémologie, qui veut que une vérité, quelle qu'elle soit, est falsifiable. Première chose. Donc il n'y a pas de vérité absolue en science, ni en politique. Donc, les scénarios qui sont évoqués sont bien, d'accord, l'analyse est vraiment objective. Mais on ne peut pas me dire, sur la base de cette réflexion qu'il vient de faire, qui est tout à fait objective, je peux avoir des choses à dire dessus, mais on ne peut pas dire que le scénario de l'insurrection n'est pas probable. Ouais. On ne peut pas dire non plus que le scénario du changement à l'intérieur du RPC n'est pas probable. Ça veut dire que, et que par ailleurs... Vous inversez un tout petit peu... non, on ne peut pas dire... le classement de ces scénarios-là, c'est-à-dire que vous mettez l'insurrection en tête et suivi des autres scénarios... non, si actuellement, cette gabégie qui est en train d'être organisée au sommet de l'État se perpétue, si cette boucherie se perpétue, les enfants des pauvres, c'est rare qu'on j'entends comme dernièrement un enfant, un commandant, leurs enfants aussi meurent. Si c'est ce que Dieudonné Somba tentait de dire, c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour un pauvre ou un enfant de pauvre de prendre à l'état actuel. Non, je parle pas de ça. Selon Dieudonné Somba. J'ai compris très bien le scénario. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous avez posé une question en m'interrompant, c'est que vous dites que est-ce que c'est possible donc qu'il y ait l'insurrection? Et je vous dis à ce niveau précis que c'est fort probable parce que
lorsque vous voyez la marmite en train de bouillir comme ça, où des gens sont inconscients même de la souffrance des gens, où les gens sont en train de tuer, entrer dans les cuisines, je peux vous dire que le peuple qui observe, quelque part Dieu donnait son disait qu'il n'y a pas le peuple ne peut rien faire, ici à Yaoundé, puis la configuration, nous sommes chez les Écans, on ne peut rien faire, non. Les Écans ne peuvent pas supporter un traître, parce que c'est la traîtrise. On ne peut pas vous désigner président depuis 40 ans et vous laisser le pouvoir dans un tel marasme, dans une telle barbarie. Donc la seule chose qu'il faut faire, qu'il faut donc inverser, justement, ces scénarios. Il faudrait qu'ils comprennent que l'héritage, le seul héritage qu'il peut laisser, c'est la continuation de sa parole. Donc pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'il y ait alternance au cœur du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on me dit que le scénario le plus probable, c'est Franck Biya, c'est que ce n'est pas de l'objectif, ce n'est pas de l'objectivité, c'est la manipulation. Parce que, non, attends, je n'ai pas fini, j'espère que vous avez pris dans la parole. Oui, mais je vais quand même continuer en disant que lorsque Dieu donne son vous le dites, que le scénario le plus probable, c'est que vous préparez les esprits à ce que Franck Biya soit là. Mais Franck Biya, on ne sait même pas son parcours. J'ai entendu dans les bistrots là-bas qu'il n'avait pas le probatoire. Il faut qu'on me dise quel est son parcours. Il a commencé où? L'école primaire, il a fait où? Il a déjà planté le champ. Il a déjà fait un poulailler. Il a déjà fait quoi? Pour qu'on puisse me dire que c'est le gars qu'on laisse. Ça veut dire que c'est seulement pour son calme qui est synonyme de mort. C'est pour ça qu'on me dit que c'est le premier scénario. C'est le pire des scénarios qui peut arriver. Franck Biya, je dois lui dire ici en face, on va lui léguer beaucoup d'argent. Mon père m'avait laissé un dictionnaire Larousse. Il m'a laissé les discours d'Aïdjo. Son père va lui laisser un magot. Et elle a Chantal Biya. Donc, pour moi, ce n'est pas un scénario. Ce n'est pas un scénario, qu'on écarte même ça. Parce que la politique, ce n'est pas seulement la philosophie, c'est le bon sens, c'est le beau. C'est trop laid. Imaginez même que, avec 200 sur le tribut, qu'on vient me dire qu'un petit-fils à papa, c'est lui seul qui est le plus probable. Ça veut dire que Biya a échoué 100 fois. Et ce sera la guerre. Moi, je fais l'analyse stratégique, c'est-à-dire je tiens compte des données objectives. Je rappelle que Franck Biya, Dieudonné, Franck Biya ne s'est jamais... Fridolenke. Je dis donc... Franck Biya ne s'est jamais prononcé. Non. Que ce soit prononcé ou pas, je ne fais pas mes analyses en référence avec son désir d'être chef d'État ou non. Mais vous le citez. Non, c'est les gens qui le citent et moi je fais l'analyse avec lui parce que c'est un élément. On sait qu'il ne peut pas être d'accord avec ce qui se passe. Bon, je dis donc que, vous savez, l'analyse stratégique, ce n'est pas des poursuites idéologiques pour faire plaisir. Non. Et puis, je n'ai pas dit que c'est un bon scénario pour la gouvernance du Cameroun. Ce n'est pas ça. Nous sommes ici dans l'analyse de la transition. Et je dis donc que si on limite l'analyse de la transition, la solution des biens, aux données objectives, il y a deux scénarios qui sont probables. Le premier, c'est la transition dirigée et qui favorise Franck. Et la deuxième, c'est la transition dirigée par l'armée. Voilà les scénarios les plus probables au Cameroun. Maintenant, je ne suis pas maître de l'avenir. Il est possible qu'il y ait une insurrection, mais compte tenu des données que j'ai, que j'utilise, cette insurrection relève des scénarios extrêmement improbables. Maintenant, concentrons-nous sur... C'est-à-dire l'insurrection. Oui, c'est improbable. C'est improbable. Concentrons-nous, quand je dis improbable, je n'ai pas dit impossible. Tout à fait simplement que vraiment les chances pour que ça arrive sont faibles. Prenons donc le cas, contrairement à ce que dit le Dr K. Franck apparaît beaucoup plus comme une sorte de choix par défaut de toute la haute élite camerounaise, qui elle-même d'abord, elle a peur de l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle veut absolument maintenir à tout prix le chef de l'État malgré son âge. Elle a donc peur. Ils se craignent entre eux mutuellement, parce que le camp qui va prendre le pouvoir risque d'écraser l'autre camp.
il y a un certain nombre de privilèges que le régime Biya a octroyés à un grand nombre de segments sociaux. On peut citer les hommes d'affaires. Moi, j'ai besoin d'informations qui bénéficient chaque année de pratiquement 160 milliards de francs d'avantage. Les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Et ce qui Quels est sont les certain. mécanismes bien donnés? Non, mais il y a beaucoup. Il y a la ligne 94. des exonérations d'impôts. Il y a la ligne 94. Il y a un grand nombre de moyens. Et il y a également toute cette haute élite qui sait très bien qu'en cas de rupture, elle ira en prison. Toute cette élite craignent des casseroles. Et pour elle, le seul individu qui peut assurer une garçon en douce sans révoquer ce que faisait Biya, c'est celui-ci. Donc, contrairement à ce qu'on croit. Donc, de ce point de vue, Franck Biya est l'homme du consensus. C'est pour les gens qui ont bénéficié du régime de Biya. Il n'y a pas mieux. Parce que ces gens-là savent très bien que le diable va leur tomber sur la tête. Si le pouvoir échappe aux héritiers de Biya. Je dis bien, ce que je dis de Franck est valable pour tous les héritiers de Biya. Sauf que Franck bénéficie quand même d'une sorte d'avantage symbolique lié à peut-être la vision, par exception magico-religieuse des Africains, qui voient en Franck Biya un peu comme son père. Mais de toute manière, ce que je dis est valable pour tous les successeurs, à la condition que ces successeurs-là bénéficient de l'allégeance que Biya avait. Et donc ces gens, dans la structuration même de leur mental, ne peuvent pas accepter un pouvoir qui viendra remettre en cause leurs avantages. Tous ces avantages, et surtout même entraîner leur effondrement. À côté de ça, il y a la France qui est un acteur très important et qui elle-même ne voudrait pas un Touadéra, un second Touadéra en Afrique centrale. Parce qu'on sait très bien ce que fait Touadéra. Donc il y a donc tous ces facteurs-là. Moi, je fais l'analyse stratégique, comme je vous l'ai dit, je fais l'analyse stratégique pour qu'on puisse visualiser aujourd'hui comment pourra se présenter au futur et qu'éventuellement on puisse y agir. Contrairement à ce que vous appelez le docteur. Je ne soutiens pas. J'explique. Et maintenant, si docteur Nké et ces gens, ces partisans, leurs amis. Docteur Nké dit justement que par vos analyses, vous préparez les consciences. Oui, justement, c'est cette attitude à ne jamais avoir devant nous. L'attitude à ne jamais avoir. Parce que si moi je ne dévoile pas les gens d'analyse stratégique, les gens vont partir sur des bases fausses. Et ils seront étonnés. À partir de ce moment, vous orientez, M. Dieudonné Somba, c'est un intérêt peut-être. Non, moi je ne suis pas non. Moi je voulais dire quelque chose. Je dis tout simplement que la configuration des données structurelles, la configuration du jeu des acteurs, avantage, franc, au-delà de ce que ces déclateurs peuvent penser. Moi, je suis d'accord avec cette façon de. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose. Y a-t-il pas de, je vais dire, d'héritier au-delà de Franck qui puisse garantir justement tout ce que Dieudonné Somba venait de présenter comme avantage pour. Je vais répondre à ces Non, je vais d'abord continuer. D'accord. Je voulais juste. Attendez. Je suis d'accord avec cette vision. Oui. Je vais même vous surprendre. Biya, actuellement, là où il est au palais, la seule personne sur Terre à qui il peut faire confiance, c'est Franck Biya. Oui. Je ne vais pas vous surprendre avec ça. Ça, c'est ce que vous dites. Actuellement, sur Terre, il ne peut faire confiance qu'à Franck Biya. Même pas à son épouse. Et à Chantal, bien sûr. C'est-à-dire que les deux sont liés d'ailleurs. Son époux n'est pas dans le. Mais nous sommes dans les questions de configuration politique. Il ne peut faire confiance à deux personnes. C'est-à-dire Franck Biya. À la limite d'une autre personne. Moi. Ouais, j'en suis pas parce qu'en réalité, c'est nous qui donnons le tempo de ce que pense le peuple. Et l'analyse stratégique en matière politique ne suffit pas. L'analyse stratégique a des domaines d'application. Mais nous sommes en politique. C'est-à-dire,
les rapports de force, certes, mais la référence à l'éthique. La référence à l'éthique, ça veut dire quoi? Je ne suis pas ici pour venir parler philosophie comme il dit, le pouvoir n'est pas la politique. Non. Le fait de vivre l'alternance avec Franck ou bien avec tel autre ne nous permet pas de voir les conséquences de ce que cela pourrait être. Or, l'analyse stratégique se contente, oui, les prospectives, mais ça ne suffit pas. L'expérience que nous avons de la gestion du pouvoir par les biens va faire en sorte que, automatiquement, si on se met dans la posture d'analyse purement stratégique, on va se limiter. Actuellement, je suis d'accord. Les gens, aussi bien autour du BIA que d'ailleurs les gens comme Vondoayolo, qui sont au cœur du pouvoir, ont réussi à la prouesse au Gabon de faire passer Ali Bongo. Et c'est les gens qui étaient là qui ont convaincu Biya de suivre l'affaire, de faire en sorte qu'Ali Bongo prenne le pouvoir. Au Cameroun, il n'est pas exclu que les gens comme Vondoayolo manœuvrent. D'ailleurs, quand c'est le grand frère Dieudonné Nsumba qui a parlé de la France, effectivement, c'est un élément important. Sauf que je vais un peu le surprendre avec la posture de la France. Il est donc clair qu'actuellement, vu la configuration, vu le poids de l'échec, bien complètement échoué. Vraiment, vous pouvez avoir vos sentiments dessus, mais il a complètement échoué parce que vous ne pouvez pas prendre le pays comme il a pris et le laisser comme ça en guerre. Et ce n'est pas le fait que c'est bien, c'est les gens autour de lui, effectivement, comme il dit là, qui veulent perpétrer les crimes au nord du sud-est. Parce que ça leur donne la possibilité de faire les stations de service de carburant. La grande leçon, justement, oui, de l'analyse et de l'argumentaire de Dieudonné Nsumba, c'est justement que aucun contre-pouvoir au jour d'aujourd'hui ne peut parvenir à prendre le fauteuil. Et justement, alors, lorsque vous dites justement que le président de la République a totalement échoué, mais vous tentez de dire qu'il serait de bonne loi que ça bascule entre les mains de quelqu'un d'autre et même pas ces héritiers qui sont... Non, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que... On ne peut pas accepter parce que c'est nous, le peuple. Oui. On ne va pas raisonner en termes de ce que ces gens pensent. Contrairement à ce que M. Dieudonné Nsumba nous fait à croire. Comme ils ne peuvent pas accepter que... Comme ils ne peuvent pas accepter que... Comme ils sont incapables de comprendre que... Comme ils doivent absolument préserver. Non, on n'est pas là pour raisonner comme eux. Et je peux dire... Dans votre démarche, vous préparez les consciences. Je peux dire à Dieudonné Nsumba... Donc vous invitez les uns et les autres à renoncer. Ils doivent reculer. Parce que le pouvoir n'est pas le pouvoir de Paul Biya. Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Qui nous tue, qui nous emprisonne. D'ailleurs, je vais répondre à celui qui m'a envoyé la nouvelle l'autre jour. Il dit que me tuer, ça ne va rien changer au complet. Ça va précipiter votre chute. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire, monsieur Dieudonné Nsumba, vu la configuration, on ne peut pas faire l'insurrection contre Paul Biya à Yaoundé. Non, on va arriver à une situation où, puisque les gens se dédisent en permanence, si Biya se dédie en disant que maintenant c'est mon fils, comme je l'ai vu là, et il va automatiquement faire en sorte que le scénario numéro 1 sera l'insurrection. Alors, parce que effectivement, ne croyez pas que le fait que si bien on apprend maintenant attendez, si on apprend maintenant, je vais dire la dernière fois, que si on apprend maintenant que Franck Biya est au palais, on va faire quoi? Je lui réponds rien. Et on va voir comment il va gouverner. Ouais, si c'est pas la force, si parce que les gens vont réfléchir, quoi, le peuple doit être dans la tête des malfrats qui sont autour du président de la République et qui doivent orienter les sentiments. Non, on ne sera plus dans l'analyse stratégique, on sera dans une autre analyse pour reprendre la possibilité pour le peuple d'être souverain. Et c'est là la France intervient. Contrairement à ce que vous pouvez croire, la France est dans une sorte d'aventure ambiguë à l'inverse. Expliquez-vous. Expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Samba Diallo est parti en France, c'est pour apprendre, non? Et on disait, la grande loi lui disait que bon, il faut le laisser passer, on ne sait pas ce qu'il apprend, est-ce que cela vaut ce qu'il oublie? Seul l'avenir va nous dire. Mais ce que la France est en train de faire actuellement, elle est aussi embarrassée que les gens du palais. Parce que la France, ce n'est pas si facile pour elle. La France veut bien ménager le peuple. Parce qu'ils savent que s'ils perdent la France, s'ils imposent Franck Biya, je vais vous dire, je vais vous surprendre. Ils perdent le peuple. Et en perdant le peuple, on va encore souffrir quelques mois, quelques années, mais on va trouver des alliances ailleurs.
Nous allons trouver, je vais leur dire ce soir, nous allons trouver des talents ailleurs. Je vais vous dire quelque Par chose. exemple, Je vais vous dire quelque chose. Et je vous dis, prenez ça au sérieux. Il y a Achille Mbembe, mon ami, qui disait quelque chose l'autre jour. Il a écrit une tribune l'autre jour. Il a dit, et je me permettez que je lise, aujourd'hui, le risque est moins de voir le pouvoir changer de main en termes d'une insurrection populaire que d'assister au démembrement du pays par la voie d'une sécession de fait ou par la multiplication des portions de territoire ce que dit ingouvernables. exactement Dieudonné Soma. Non, non. Il dit, attends, je précise, il dit que il est moins de voir par les choses. C'est-à-dire que l'insurrection est plus probable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on ne peut pas se permettre de dire aux gens, on ne fait aucune manifestation, on ne fait rien. Attends, j'agis par là, Banco agit par là, l'autre agit par là, ils sont tellement nombreux. Et on dit que c'est par là que le peuple va se déterminer. On ne peut pas accepter. Et ce qui va arriver, c'est que, comme Dieudonné Soma dit que aucune insurrection n'est possible, on dépasse les écarts. Il y aura beaucoup de camps qui vont faire l'insurrection d'abord, première chose. Et deuxième chose, c'est que comme vous ne voulez pas écouter qu'il faut changer radicalement les choses, il y aura un démembrement du pays. Et les Nordiques ont dit que, en fait, les sécessionnistes, je vous avais dit un jour qu'il serait le premier philosophe sécessionniste, empoisonné, parce que les gens ne peuvent pas comprendre la douleur que les gens ont. Moi, j'ai ma fille là-bas, mais les gens ne peuvent même pas s'imaginer. J'ai ma fille au nord-ouest, ma fille. Et les gens leur disent, on ne peut pas continuer comme ça avec la guerre. Trouvons un terrain d'entente. Mais là-bas au palais, ils disent que... vous savez que dans ce gouvernement, il y a deux camps. J'ai discuté avec un ministre important l'autre jour, je ne vais pas donner le nom, pour lui dire la férocité du peuple à ne pas voir les gens gouverner. Ils sont en train de s'amuser. Je leur ai dit des choses. Proximité avec ce que vous qualifiez comme étant je lui ai dit de la République. Je lui ai dit que on ne peut pas, ça c'est pas gouverner. On ne peut pas accepter, on ne pourra pas accepter. Vous permettez immédiatement de revenir sur je crois que rebondir sur. En réalité, la difficulté de notre débat, sur ce que nous sommes sur deux plans totalement différents. Oui. L'auteur est sur l'univers du jugement. Moi, j'aimerais les mythes du jugement. Vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre successeur? Le régime du bien est un régime qui, par nature, a détruit ses successeurs. Là, je suis d'accord. Alors, parmi les ex-collaborateurs du président de la République qui se retrouvent aujourd'hui embastillés dans des affaires de détournement de deniers publics, peut-il y avoir des successeurs? Le problème, c'est on voit derrière. Le problème, c'est le contrôle des institutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évacuer cet aspect. Par exemple, lorsque Mouké parle des peuples, est-ce que le peuple, d'abord, a une matérialité opérationnelle au Cameroun? C'est la première question. Puisque moi, je vois beaucoup plus des segments communautaires, chacun ayant sa vision. Les anglophones n'ont pas la même vision. Donc, de ce point de vue, vous soutenez que les alliances sont donc difficiles à ce moment-là établir. Non, je vais. Or, par exemple, la machine RDPC. Non, c'est pas RDPC. Oui. C'est pas RDPC. C'est les successeurs des billets. Oui. Le RDPC est une coquille vide. C'est un habillage. C'est un habillage. C'est-à-dire, c'est le réseau des individus qui vivent aux freins de l'État. C'est tout. C'est pas. Il faut pas. Le jour où il y a les buts là, cette histoire-là, c'est fait. Donc, j'ai dit que nous sommes ici devant. Des segments communautaires seulement. Devant des données structurelles de la conquête du pouvoir. Ce qu'on appelle peuple n'a pas de matérialité opérationnelle. Ça veut dire que le peuple, nous avons dans le sens extrait du terme, c'est-à-dire quand par exemple nous jouons, notre équipe nationale joue contre l'étranger. Mais c'est très difficile lorsqu'il y a un enjeu interne qu'on coagule tout ce peuple-là autour d'une même perception. Donc il faut d'abord partir de ce principe. Ensuite, les gens parlent de gré. On n'a pas besoin de gré. Une succession orientée, c'est-à-dire que on respecte intégralement les textes. Le successeur que Biya va désigner, il s'arrange
à lui donner, à le mettre à la tête du parti. D'ailleurs, lors de la visite du président Macron, le président, répondant à une question à l'un dans ce sens, il a évoqué la Constitution. Oui, je dis donc que ceux qui font un débat sur le gré à gré se trompent. On n'a pas besoin de gré à gré pour mettre un franc ou bien un autre successeur des millions de pouvoir. Quel peut être le mécanisme? Non, c'est le mécanisme légal. Mais on respecte la loi. Parlez-nous du chemin, justement. Non, je dis quand je dis par exemple, on met ces successeurs à la tête du RDPC, puisque c'est Biya qui nomme tout le monde. Il peut le nommer à la tête du RDPC. C'est lui qui nomme le secrétaire général, c'est lui qui nomme. Il nomme tout le monde partout. Donc il peut nommer qui il veut. Donc ça veut dire que vous battez en retraite ou alors en retraite sur vos propos. Donc il faille d'abord que Biya soit désigné au RDPC. Non, je vous dis ceci. J'ai parlé du scénario orienté, de la solution orientée. Et j'ai dit que on n'a pas besoin du gré à gré qui, soi-disant, va créer des institutions au Cameroun. On n'en a pas besoin. Puisque le RDPC, le Biya contrôle tout le système. Il peut donc faire bénéficier à son successeur désigné des mêmes avantages qu'il a. C'est-à-dire, il le met à la tête du RDPC, il met à sa disposition le contrôle des institutions et les CAM, conseils consulés et tout le reste. Donc, c'est pour ça que je dis que le concept de BEP est un faux débat. Ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent remettre le pouvoir à qui ils veulent en utilisant les formes légales. Quand il évoque la Constitution, on ne va pas violer la Constitution. Et si le petit Franck se présente maintenant, il a violé quelle Constitution? Il a violé quelle loi? Son père peut le nommer à la tête du RDPC. Si le nomme, comme le RDPC lui-même est une sorte d'instance administrative, il hérite directement de tous les agents, puisque tout ce monde-là, il n'y a pratiquement aucun qui peut pencher, tant que Biya est là. Et donc, le petit hérite de toutes les agences et de tous les agents du système. Moi, je crois que quand je fais une analyse stratégique, c'est pour que les gens aient une vision très claire de ce qui va éventuellement se passer. Quitte à élaborer des scénarios, des ripostes. Mon problème, c'est qu'on puisse élaborer des ripostes. Maintenant, je vais revenir à ce qu'a dit Achille Bébé, qui rejoint d'ailleurs ma vieille proposition. J'ai toujours dit que le problème du Cameroun n'est pas le pouvoir d'étude. On perd trop de temps en voulant entrer à étudier. De toute manière, personne ne veut vous laisser entrer. Par contre, le seul combat qui va à la paix, c'est sortir et le pouvoir et les ressources que tu gères à travers un État fédéral. Voilà mon combat. Mon combat a toujours été de fédéraliser le Cameroun parce que seul un modèle fédéral pourra modifier les termes du rapport de force. Dans un État unitaire, c'est pratiquement impossible de changer l'origine des Yaoundé. Mais dans ce cas, ceux qui sont en situation de pouvoir viendraient donc à fragiliser leur position. Et donc, si on comprend ce que vous dites, ce n'est donc pas possible d'aller véritablement vers... Bien entendu, c'est pour ça que... la fédération. Oui, mais si vous ne pouvez pas imposer un rapport de force avec lui pour gérer une partie du pouvoir d'État. En l'état actuel, à travers un État. Non, mais vous revenez sur. Non, c'est une question centrale. Que quoi? Comment on fait donc pour arriver au fédéralisme? C'est là que je voulais en venir. Bon, allez-y. Quand vous battez au jour du pouvoir, c'est pour entrer à étudier, non? Et je vous dis que le projet d'entrer à étudier est plus difficile que celui d'avoir le fédéralisme. Comment on fait pour arriver au fédéralisme? C'est-à-dire que les efforts que vous consacrez à entrer à étudier seraient plus utiles si vous vous battez pour décentraliser le pouvoir. Je demande, étudier appartient à quelqu'un. Est-ce qu'étudier appartient à quelqu'un? Écoutez. Non, vous me posez une question de principe. Non, c'est pas le principe. C'est que personne ne va vous faire. Attendez, monsieur Nké, que tu appartiennes à quelqu'un ou pas, il y a des gens qui sont là et ne veulent pas sortir. Vous allez nous faire comment? C'est pas à la maison. Même si ils vont sortir. Mais monsieur, quelqu'un ne vous a jamais arraché quelque chose.
Vous parlez de pouvoir. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes. C'est ça le vrai problème. Non, nous sommes ici Oui. dans une situation politique en Afrique centrale qui requiert la réponse. On avait demandé et obtenu que 15% des ressources publiques soient affectées au régime autonomie. Et j'ai appelé les hommes politiques, c'est là que je me suis associé à Madoma, pour se battre et affecter ces 15%. Or, les hommes politiques du Cameroun sont obnubilés par l'étude. C'est-à-dire que vous refusez un combat que vous pouvez plus facilement gagner, à savoir prendre une partie du pouvoir, et vous prétendez aller prendre tout le pouvoir. Qui va vous donner tout ce pouvoir? J'ai dit donc que les efforts que vous consacrez en graines seraient mieux utilisés à vous battre pour fédéraliser le pays. Qui donne les priorités de combat? C'est pas vous. Ce que je veux dire par là, attendez, je vais vous dire. En tant qu'expert, je vous dis. Oui, en tant qu'expert, c'est une fausse analyse. Oui. C'est une fausse analyse parce que, premièrement, les données initiales sont fausses. Quand on dit qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a que des segments communautaires, c'est une instrumentalisation, une manipulation des esprits. Et c'est très grave. Monsieur Dieudonné Soumaïla ne fait pas preuve d'expertise, il fait œuvre d'idéologue. Ce qu'il me dit que je suis, c'est ce qu'il est. Parce que vous ne pouvez pas dire que personne ne va vous faire entrer à étudier. Et vous dites, non, c'est effectivement comme ça. C'est déjà implicitement quelque chose. C'est dans un cercle vicieux. Il nous plonge dans un cercle vicieux et il sait qu'on ne va pas s'en sortir. Comment on va imposer le fédéralisme? On va faire comment pour prendre les 15% si on n'est pas étudié? Donc, quand moi, il y avait un jour, j'ai discuté avec le président Kamtoulou. On avait cette question-là. On ne peut pas, cette vraie qu'on partage, c'est la... Ce que Dieudonné Soumaïla semble dire, c'est que les partis politiques se battent pour que chacun, dans leur région, essaie de contrôler les législatives et les municipales. Non, ce n'est pas possible. Bia contrôle tout. Bia impose tout. Si vous voulez, même la décentralisation, il n'en veut même pas. Il faut être seulement tout puissant, le souverain. Je lui conseille même de devenir roi. C'est la seule chose même qui puisse nous arriver maintenant de bien. Que Bia soit roi, il reste à étudier. Alors, ils ont étudié. Nous, on construit notre gouvernement, on gouverne ce pays et on devient donc, on le rend prospère. Parce qu'on ne peut rien faire avec ces gens qui sont étudiés, qui ont confisqué, et Dieu donne ce mal là, ils sont d'accord avec. Ils croient avoir confisqué. Donc vous pensez que les partis politiques ne peuvent pas aujourd'hui on ne peut pas repousser on ne peut pas la majorité obèse du RDPC au Parlement? À moins qu'ils soient par le voie d'insurrection populaire. Ou bien, attendez, monsieur Souma, ce que j'ai dit de central là, c'est que je ne suis pas d'accord avec Dieu Souma. Vous dites qu'il n'y a pas le peuple. Le peuple est une construction. Une république sans peuple, ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu nous dit que nous sommes juste un conglomérat de villageois, de co-villageois qui n'ont aucune référence. Nous sommes un peuple, le peuple camerounais. Et le peuple là est une construction, on doit le vivre. On nous empêche de nous construire comme un peuple. Vous voyez, toutes sortes de manifestations populaires, c'est le brassage des peuples. On empêche au peuple de faire corps. Mais l'État, c'est... je ne veux pas dire ses amis. En fait, non, mais c'est bien facile de jeter la faute à d'autres. Non, une petite précision. Moi, je n'ai pas dit que le Cameroun n'a pas de peuple. J'ai dit que le peuple du Cameroun... Je suis d'accord. Je suis content que tu avoues qu'il y a un peuple camerounais. Non, attends. Le peuple camerounais est une réalité. N'est pas une réalité fonctionnelle dans les enjeux internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Simplement. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de se battre pour le pouvoir, oui, on ne s'entend jamais. On ne peut pas s'entendre. Pourquoi? Par contre, c'est donc une manipulation, une instrumentalisation. C'est pas vrai. Non, c'est plus compliqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu de Nelson m'a dit que Yaoundé, on ne peut pas le prendre parce que c'est d'abord l'affaire de Attendez, il a dit ici qu'il se les écarte. Non, attendez, est-ce que je peux expliquer pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes là dans l'analyse. Dieu de Nelson, c'est dangereux, c'est pas l'analyse. C'est dangereux ce que vous faites. Monsieur, moi j'aime les débats organisés. Je suis organisé maintenant. J'ai dit donc ceci. Nous avons un État unitaire. Oui. Qui a créé une compétition sur 4 avantages. Les emplois. Oui. Les
emplois publics, quand les communautés se disputent, les NAM ou l'école normale, les positions du pouvoir, qui sont les élections, les nominations d'élections, vous savez très bien ce que ça donne. Oui. Les infrastructures communautaires, les routes et ordres, et les remontées de situation comme la ligne. Donc, de manière objective, ce mode d'organisation oppose les segments communautaires et les empêche. Attends, je vais en venir. Et les empêche de s'organiser, de se structurer en un peuple opérationnel. Vous avez parlé d'Aïdjo. Il faut comprendre que quand Aïdjo prend le pouvoir en 60, le pays dispose encore d'importantes marges de manœuvre. Tout ce qu'il y avait le CEPA à l'époque avait un pouvoir. Mais au fur et à mesure que le système a mûri, les opportunités se sont raréfiées et la compétition intercommunautaire a apparu. C'est pour cette raison que cette compétition intercommunautaire se manifeste dans toutes les occurrences politiques. Même lorsqu'on voit les élections. Le fait qu'il y ait compétition, est-ce que ça empêche qu'il y ait cohésion intrinsèque, que je me reconnais comme Camerounais? Il y a quelque chose de très grave dans ce que vous faites. C'est-à-dire que je comprends bien que vous voulez analyser pour voir qu'effectivement, il y a beaucoup de barrières pour que les gens fassent corps. Par exemple, l'élection est de manière orientée, c'est souvent par communauté, parce que les Bassa vont, c'est ça qu'il va convoquer là, les Bassa vont voter tel, les machins vont voter tel. C'est une construction. On doit construire le peuple. On doit construire l'appartenance au Cameroun. C'est un travail de longue haleine. Rien ne garantit que... C'est un travail de longue haleine. Si je vais paraphraser, c'est ce qu'il tente de dire qu'il est difficile de déconstruire justement cet état de choses. Non, on entretient ça. Non, on entretient ça à dessein. On entretient ça à dessein. Et on doit casser cette dynamique. Attendez, je vais revenir sur la solution que j'ai toujours proposée. C'est la solution de l'État fédéral. Non, ça ne résout pas le problème. Ça ne va pas résoudre le problème. La question de comment on arrive à ça? L'État fédéral. C'est-à-dire, non, là, à partir du moment où les gens adoptaient la solution fédérale, les mécanismes pour y arriver, c'était pour. Là, c'est pour dire en aval. Est-ce qu'on s'est jamais entendu sur ce passage? Comment on y arrive? On n'est pas d'accord. Hein? Non, je dis, tant qu'on n'est pas d'accord sur la solution, on ne peut pas avoir le cheminement vers la solution. Je dis donc que. Les partis politiques. Je dis donc qu'à partir du moment où on maintient l'État unitaire qui entraîne des compétitions, entre les communautés, vous ne pouvez jamais avoir un peuple fonctionnel. C'est ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, c'est l'État unitaire lui-même qui empêche les peuples camerounais. Mais l'État unitaire peut aussi permettre. Transformer en peuple. Donc l'État unitaire peut aussi faire que il se transforme en peuple. Si non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire. C'est possible. Non, l'État unitaire ne peut pas. L'État unitaire ne peut pas transformer les segments communautaires en un peuple. Ne confond pas ce qui se fait actuellement et c'est ce qui non, quel que soit le si nous prenons le pouvoir, on va rendre ce peuple. Non, ce n'est pas possible. Même dans l'État unitaire. Pourquoi? Là, le fédéralisme n'est pas seulement une appellation. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Oui. Simplement parce que le système productif ne permet pas de mettre au rationnement. Et tu sais pourquoi ça arrive? Parce qu'il n'y a même pas de bassin de production. Et qui dit rationnement dit compétition. Oui. Autrement dit, la compétition est intrinsèque à l'État unitaire du Cameroun. Et donc, dès lors qu'il y a compétition, il y aura toujours des tendances comme les tendances centrifuges, ou bien les tendances contestataires, ou les tendances réclamatoires. C'est-à-dire que le mal absolu, ce n'est donc pas la présidence de la République. C'est le fait qu'un seul individu a tout, concentre tout, avec un seul pôle du pouvoir. Et c'est ce pôle du pouvoir qui lui-même est l'objet d'une violente compétition. Parce qu'aujourd'hui, quel est le discours des gens? Les nordistes disent que le pouvoir doit leur revenir,
Les Bamileke disent que ça doit être leur tour. Les anglophones disent 60 ans de francophonie, c'est tout. Donc, c'est ce poste-là qu'il faut réformer. Non. Et on peut le réformer qu'à travers la fédéralisation, c'est-à-dire que, Non, c'est pas ça. au lieu de gérer la totalité de Sortons ce justement. qu'on doit le gérer au maximum. Sortons justement et Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Fridolin, pour évoluer justement, Oui. je souhaiterais que le docteur Dieudonné et Somba nous le disent en clair. On s'est mis d'accord ici que en aval, il n'est pas possible de parvenir justement à la fédération. Non, Ce n'est que l'État unitaire qui peut conduire à la fédération. On est d'accord là-dessus? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons un choix. Bon, Vous ne nous avez pas dit jusqu'ici comment est-ce que et par quel mécanisme. Non, vous ne m'avez pas invité ici pour dérouler les mécanismes pour aller au fédéralisme. Puisque on n'est même pas. Nous ne sommes même pas d'accord sur ça. On n'est même pas d'accord. Oui. À partir du moment où on dit que lui n'est pas d'accord avec ce modèle. Oui. Mais vous voulez donc que je Il inverse justement le modèle, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut parvenir d'abord à chercher le fauteuil, et une fois lorsqu'on a le fauteuil, en étant un État unitaire, on va justement vers la fédération. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas les possible. nouveaux occupants des Toudi ont en projet d'aller vers le fédéralisme Monsieur pour le John, développement. attendez, je vais préciser ma Non, pensée. non, ça, c'est- Attendez, je vais préciser ma pensée. Celui qui a étudié, Je vais préciser ma pensée. celui qui Attendez. est maintenant à étudier ne peut pas se délaisser ce pouvoir. Non, attendez. Ce n'est possible Mais- que par la pression. Bon, je vais dire quelque chose. Laissez-moi Monsieur D'accord. Dieudonné Somba est prisonnier du président. Oui. Et il faut qu'il soit réaliste comme il exige tout le temps. Et Che Guevara avait dit, soyons réalistes. Exigeons l'impossible. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que il dit qu'il y a la compétition. Parce qu'il y a le rationnement, les misères. Or, ce que l'État devait faire, on ne va pas savoir État fédéral, État unitaire. Un État doit rendre le peuple prospère. Très bien. Et le fait que nous Très bien, soyons très si bien. pauvres, Très bien, sortons de là. Sortons de là. Ça fait que Combien vous ne pouvez pas président voir de la ça. République, successeur de son père, peut-il conduire à la fédération? Non, mais si les gens s'approchent du front, Oui. c'est parce qu'on sait qu'il ne va pas mener les vraies réformes. C'est tout ce qu'ils ne veulent pas de réformes dans le système, tout ce qu'ils veulent, ils sont accrochés à l'État unitaire. Tout ce qu'ils veulent, c'est eux qui sont derrière Franck. Puisque Franck ne peut pas renier ce que l'idéologie de son père. Donc en réalité, pour qu'on aille dans le fédéralisme, avec la volonté de l'État central, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre. Pour autant, ce n'est pas le seul chemin pour aller à l'État fédéral. Des pressions importantes peuvent conduire À l'État à l'État. fédéral. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours demandé aux partis politiques et à la société civile de se battre beaucoup plus pour qu'on aille à l'État fédéral. À commencer, le gouvernement actuel a fait quelques concessions sous la pression. Les 15% ont été produits sous la pression, mais le fait qu'on ait relâché la pression a fait que ce gouvernement-là ne donne même pas les 15%. Parce qu'on a relâché la pression. Bon, Frigola. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est une pression constante, continue, n'est-ce pas, sur l'État en lui disant qu'on ne veut plus bon, moi je pense que tu continues à gérer les aspects opérationnels. Très bien, très bien. Est-ce qu'on s'est compris, Fridolin? Par la pression, on arrive au fédéralisme, c'est-à-dire cette pression qui va contraindre justement le pouvoir unitaire on doit changer, on doit changer le gouvernement. à respecter justement ses engagements. Non, de pression pas. Ça, on a déjà tellement fait de pression pendant des années que maintenant il faut que le gouvernement change, il faut que ce régime change. Point. Quand vous me parlez de Franck Biya, vraiment, je ne le connais pas, je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas s'il existe véritablement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut conduire aucune réforme. Non seulement il ne peut pas conduire une réforme, il va même encore appuyer la situation. Parce que quand, vous savez, on me dit qu'il a fait dans le bois, il a pillé beaucoup de forêts. On me dit non, il est libre de faire même de l'imagination, que de s'imaginer même Franck Biya être président. Il faut vraiment que les Camerounais, que vraiment qu'ils veuillent vraiment qu'il y ait une guerre civile complète, pour qu'on s'imagine même Franck Biya président. Et ce n'est Parmi les successeurs, quel peut être le rôle justement de ceux qui aujourd'hui, ceux des anciens collaborateurs du président de la République qui sont en Bastille, dans ce, je vais dire,
dans cette transition politique au Cameroun? Vous savez, Kédoleke. pourquoi vous dites le nom qui $3. Fridolin, pardon. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand vous posez cette question-là, je vois Mbongo directement. Vous savez, il y a des gens qui sont en prison là-bas, Ouais. mais qui sont convaincus que leur étoile brille et qu'ils vont avoir la visite du Messie. Et j'ai quand même mes gens là-bas à qui j'ai rendu visite 1 ou 2 fois. Et ces gars-là, beaucoup parmi eux savent que après Biya, ils seront libres. Donc, il n'est pas exclu que les gars, si le pouvoir continue les turpitudes qu'ils sont en train de faire, qu'il y ait un soulèvement des gens qui sont là-bas terrés, qui puissent avoir des moyens logistiques, etc., pour faire renverser des choses, et on va se retrouver avec des malfrats dans les postes stratégiques. Donc, c'est au pouvoir d'éviter ce qui va arriver, parce qu'ils ne sont pas en prison pour rien. Bon, certains sont peut-être en prison pour rien, mais sachez que tous ces gens qui sont en prison là-bas, il y en a qui continuent à avoir des relations avec le pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont même plus à Konengi, qui sont sous prétexte qu'ils sont malades, ils sont depuis des années hein, à l'hôpital central et à l'hôpital au CHU, je ne vais pas donner le nom. Donc, ces gars-là, il faut toujours considérer qu'ils sont là. Quand vous voyez Mbongo, et je reviens sur lui, avec une coupe de champagne bien de Petrus, vous savez que je titille souvent les gens qui boivent du Petrus. Bon, mais je ne fais pas souvent les recherches pour savoir d'où ça vient. Je parle souvent comme un philosophe, c'est-à-dire que ça analyser tout sur le principe seulement du jugement de valeur. Parce que c'est important. Vous ne pouvez pas venir boire du champagne, du Petrus, des millions, alors que le peuple craint. Donc, cela dit, vous voyez Mbongo qui est là. Il a la coupe de champagne. C'est toute une image qui donne sens. Il peut dire que je suis présidentiable, tu ne m'as rien fait, donc je serai là. Je vais tout faire pour avoir le pouvoir dans ce pays. Vous voyez? Donc il y en a quelques-uns comme ça qui nourrissent une haine féroce. Et c'est pourquoi Biya, quand il pense à ça, il ne pense qu'à vraiment, c'est pourquoi j'avais même dit ça. Il fallait qu'il laisse même le jeu démocratique. Parce que le seul fait que j'ai dit ça, ça m'a causé un problème. Parce qu'il vous dit le seul gars qui peut sauver Biya, c'est soit Franck, soit moi. Très bien. On va évoluer justement avec vous, Dieudonné Issomba. À la veille de la venue justement du président Macron, il a été demandé au mouvement franquiste et fébiste d'enlever, enfin des mouvements qui sont revendiqués. Franck-Emmanuel donc d'enlever des mouvements qui se réclament d'être francs, d'enlever justement les banderoles aussi bien à l'aéroport que sur l'axe qui mène à la présidence de la République. Cet état des choses peut faire quand même, ou alors montre bien que le président de la République ne désigne pas clairement et qu'il a souhaité mettre fin à ce type d'agissement, ou alors on peut se poser la question, que cache finalement véritablement une telle décision? Non, mais les affiches relevaient de l'anarchisme pur. C'est-à-dire, même si Jean Biya a voulu mettre le sillage, dans le sillage, on n'a pas besoin de ça. Je crois qu'il y a plus certains qui sont des excès des ailes, plein d'excès des ailes, et qui se sont donné le droit de faire ça. Moi, ce n'est pas très significatif dans la dynamique générale du système. Par contre, ça montre qu'il y a des gens impatients. Qui souhaiteraient bien voir le fils du président aux affaires. Ce n'est même pas un simple souhait, c'est qu'ils sont impatients. Oui. Le souhait, tout le monde peut l'avoir. Mais il y a des gens qui sont impatients. Et en même temps, c'est un message qu'ils transmettent à leurs éventuels adversaires. Et ça, ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément en situation de pouvoir, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est des gens qui tirent justement des avantages de ce système, qui souhaiteraient voir justement Franck Biya en lieu de place. Mais ils sont manipulés. Non, c'est-à-dire de son père. Non, quand on C'est-à-dire qu'ici, ce sont des jeunes véritablement qui n'ont rien à voir. c'est des jeunes, c'est des jeunes qui peuvent se partie des réseaux. Oui, ils sont instrumentalisés par les réseaux. Ils font partie des réseaux. Ce n'est pas un jeune homme qu'on a trouvé dans la rue. C'est les jeunes qui sont mobilisés, qui sont endoctrinés, Oui. n'est-ce pas, pour faire ça. Parce que dans tout ça, là,
faut pas oublier comment notre système fonctionne. Notre système fonctionne d'abord à partir de... Et si on vous disait par exemple que c'est des jeunes qui considèrent tout simplement que de par son sens de l'humilité, son calme, sa façon de faire, sa démarche, ces jeunes ont personnellement décidé d'apporter leur soutien monsieur Diomo, qui sont fous. ou alors de leur personnellement et individuellement décidé de se mettre ensemble pour porter juste. Non, c'est trop beau, c'est trop beau. On n'a pas exclu ce cas. Oui, oui. Mais lorsqu'on voit à peu près comment fonctionne la société camerounaise, elle fonctionne d'abord à partir de regroupements d'élite. Oui. C'est-à-dire que c'est des élites qui en réalité structurent des segments de la communauté. Vous tentez de dire justement que les jeunes ne sont pas capables de s'organiser. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais même si les jeunes s'organisent, ils s'organisent sur la base des lignes de force, des lignes idéologiques placées par les aînés. Donc, les jeunes eux-mêmes, que ce soit les jeunes des partis politiques ou les jeunes, tout ça, c'est un segment social extrêmement important. C'est vrai. Mais qui, en général, dépend du point de vue idéologique des réseaux contrôlés par les aînés. Puisque les jeunes n'ont pas les mots opérationnels. Mais tout librement, ils constatent quand même que ailleurs les lignes bougent, même si les fils de chefs d'État arrivent au pouvoir. Au Gabon, par exemple, au Togo, non, j'ai dit ceci. Les choses changent quand même. Les jeunes ne sont pas seulement derrière Franck. Les jeunes sont derrière Canton. Les jeunes sont derrière Cabral. Les jeunes sont derrière Nda. Les jeunes sont hier. Chacun a ses jeunes. Chacun a ses jeunes. Ce n'est pas parce que ceux des Francs ont été particulièrement agités, n'est-ce pas, qu'on va ignorer les jeunes qui sont même un grand nombre derrière bien lui-même. Donc ce n'est pas. Je dis que c'est vraiment un accessoire, ça. C'est un détail. Ce qui est important, c'est de constater que Franck, autour de Franck, se structure des organisations. Oui. On ne sait pas quelle est la puissance de ces organisations. L'autant qu'a dit tout à l'heure que le peuple camerounais va se réveiller. Mais il devra comprendre qu'en face de lui, ce peuple, entre guillemets, il va rencontrer aussi des partisans de Franck. Et généralement, ce n'est pas les gens qui attendent. Parce que quand on voit, moi j'ai déjà eu à rencontrer ces gens dans une mission. Donc vous les connaissez? Oui, je les connais. Je peux vous dire que le radicalisme affirme que ne vaut pas grand-chose avant le radicalisme. Parce que c'est des extrémistes. Donc il ne faut pas croire un instant qu'ils vont cligner de l'œil pour vous combattre. Vous combattre ceux qui seront contre eux. Dans 15 minutes, on se sépare, monsieur. Vous êtes sur Mo Radio 87.7 FM et on entame justement la dernière articulation de notre rendez-vous ce soir. C'est le rendez-vous du bras de fer entre Dieudonné Somba et Frigo Olympique. Et c'est une première sur les antennes de Mo Radio. On a bien compris que les lignes de défense sont certes différentes, mais pas grand-chose ne vous oppose. Pour le dire ainsi, Dieudonné Somba. Pas grand-chose quand même, non? Non, disons que Dr. Kamterine, l'analyse prospective, mais pense que le peuple va se soulever. Cette analyse prospective est biaisée parce qu'il estime qu'il y a un peu. Moi, je parle du principe que nous avons des segments communautaires, chacun ayant son agenda. Lui, il estime que c'est une analyse biaisée. Mais, d'une manière générale. Les Bamileke ont leur agenda, les Nordistes ont leur agenda. Oh, oui, quand on le dit, on ne peut pas les dire. Douala ont leur agenda, les Bassa aussi. Non, bien sûr. Les Écans. Chacun a son agenda. Ce qui ne signifie pas que toute la communauté est dans l'agenda. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ou alors que des gens dans d'autres communautés ne sont pas dans cet agenda. Mais d'une manière générale, la configuration du pouvoir unitaire entraîne un éclatement des segments communautaires autour des agendas personnels. Et c'est ça le vrai problème posé au camp. Donc, moi je pense que l'analyse stratégique doit se faire de manière objective
pour éventuellement envisager. Quand je combats pour l'État fédéral, c'est parce que j'ai fait service stratégique là depuis longtemps. Pratiquement, vous avez posé la question tout à l'heure sur un successeur éventuel. Si on enlève son fils. Les autres, les gens qui avaient véritablement une certaine autorité, un certain charisme, indépendant du décret, on les ils ont été éliminés. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne sont même pas capables de gagner l'élection chez eux. D'une manière générale. Parce qu'ils n'ont. C'est des gens qui n'ont pas. Ils n'ont aucune emprise sur les populations. C'est des bureaucrates. Pardon? Quand vous parlez des gens qui ont été écartés, c'est dans le régime ou alors dans l'opposition. Et dans le régime, vous parlez ça qui? Non, non. Au début, qui dit il y a les Marafa, il y a Baba, il y a Baba, il y a tout ce monde-là. Bref, des gens qui par nature étaient capables de s'opposer à Franck clairement, de dire non. Parce que, un, ils ont la personnalité. Deux, ils ont les moyens. Ils ont les moyens opérationnels. Donc, lui peut s'opposer en dehors de son petit salaire d'ensemble et des petits ressources qui tirent de ses problèmes. Il ne peut pas s'opposer. Mais il y a des gens, n'est-ce pas? Fridolin, vous avez la parole. Tout ça, qui, eux, ont des moyens. Et c'est ceux-là à qui on a cassé le cou. Donc, il ne reste plus grand-chose. Et c'est là qu'on peut constater que peut-être, finalement, il a préparé son coup depuis longtemps. Très bien. Bon, moi, je pense Fridolin pour sortir. Je pense que moi, je remercie le grand frère de Somba pour ses précisions. Oui. Nous sommes d'accord avec son analyse. Il accepte du bout des lèvres quand il y a un peu. Et c'est un élément très important. C'est un élément très important parce que rentrer dans une sorte de réalisme qui frise du cynisme, qui frise avec la démission, n'est pas bien. Un intellectuel doit faire rêver. Un intellectuel doit transformer son vécu. Un intellectuel, comme nous sommes là, doit impacter la société en donnant des possibilités au peuple de voir grand. Notre rôle dans ce cadre, ce n'est pas se limiter à des analyses qui tiennent compte du rapport de force, ainsi de suite. C'est de rentrer dans les fondamentaux de ce que nous voulons pour ce pays. Et pour cela, on doit démanteler les circuits psychologiques qui obligent les gens à raisonner en fonction de ce qui sont à étudier. Première chose. Première grande différence pour moi et mon grand frère. Deuxième chose, c'est qu'on rentre dans une possibilité où on encense un groupe sous le prétexte qu'ils ont les moyens. Mais on oublie que ces moyens-là, c'est les moyens du peuple. C'est nos moyens. Ils ont les armes. Ils ont les moyens financiers. En dehors de ça, ils sont nus. Ils sont tout nus, comme le ver de terre. Ces moyens-là, ça appartient au peuple. Si je ne les ai pas, et qui sont au peuple, le peuple va les prendre et donner à qui de droit. Ils ne vont pas imposer leur dictat tout le temps. Même s'il faille qu'on rentre dans cet affrontement, on va arriver à ce niveau-là. Mais ce que je peux dire à ce sujet, c'est que il y a eu des dictatures pires que ça. Il y a eu des gouvernements plus sanguinaires, plus autocratiques. Mais ils sont tous partis. On a le Soudan, on a au Burkina Faso, on a une panoplie de gouvernements. Donc, s'emprisonner dans les considérations purement stratégiques, c'est rien. Le peuple est un mystère. Très bien, on vous a compris. On vous a compris, Fridolin, qui est la dernière articulation. Nous en avons pour 10 minutes et ce sera terminé. C'est justement au sujet de la visite d'Emmanuel Macron. Et j'en profite pour vous demander, Fridolin Kay, Dieudonné Somba, que retenir? Personnellement, vous savez, les enjeux d'une visite, comme celle de Macron, doivent renvoyer à une propre préoccupation. Il est vrai que Macron est venu avec ces problèmes qui sont d'ailleurs très connus. D'abord, en tant que représentant du bloc occidental, il combat la Russie et autres, comme les BRICS, comme on les appelle. Ensuite, en tant qu'ancienne puissance colonisatrice,
qui voit son importance s'éroder. Donc, quand Macron vient, c'est en référence à ça. Maintenant, de telles positions peuvent rencontrer les nôtres. Macron, de son point de vue, voudrait nous décourager de la coopération avec La Russie. Je crois que là-dessus, le président de la République a été très clair. Il n'y a rien à changer là. Très bien. Sur ce sujet, vous êtes en parfait accord, non, Dieudonné Fridolin-Kay? Non, je pense que cette visite est même centrale. Contrairement à ce que je pense. Pour moi, elle est centrale parce qu'elle a deux choses, avec trois choses. Première chose, c'est la question de l'alternance. L'Élysée est embarrassé. Pensez-vous que... Ils sont vraiment embarrassés. Et Macron ne peut pas soutenir Franck. Sur la question de l'alternance, oui, la question est fondamentale. Depuis l'Élysée, oui. Ils ont un problème. Ils ne s'entendent pas sur la succession. Je peux me tromper, mais aujourd'hui, je peux dire avec certitude d'où tenez-vous votre information, je peux dire avec certitude que Macron ne peut pas soutenir Franck Biya. À moins qu'il soit dans une situation, mais il s'efforce, et là, les gens ne l'ont pas compris, il s'efforce à faire entendre raison aux autres. Et ce qui va arriver, ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est que vous voyez, il a eu la nomination de l'ambassadeur qui est un général. Mais jusqu'ici, nous avons dit clairement que ceux qui ont apporté leur soutien à Franck Biya, ce sont les jeunes. Et Franck lui-même ne s'est jamais véritablement prononcé sur tous ces mouvements qui se revendiquent d'être proches de lui-même. Je salue d'ailleurs le président des franquistes, oui. Rahim, je pense. C'est quelqu'un avec qui je parle, oui. et parce qu'il m'avait contacté. Et je voulais comprendre un peu quand il m'a contacté pour voir ce qu'il raconte. Bon, en fait, il dit que Franck n'est pas derrière eux, mais il le dit sans me convaincre. Et je ne vais pas vous donner les détails. Mais c'est pourquoi je ne parle pas, je ne peux pas parler comme un enfant. Mais je voulais dire que, vu la situation au Cameroun, où on interdit tout, même chez soi, les gens viennent dire que tu ne dois pas faire une réunion chez toi. Un jour, j'organisais la fête chez moi là. La police est venue, hein, ils viennent sillonner pour voir. Mais c'est la fête, monsieur. Donc on t'interdit. En fait, on veut rendre les Camerounais tellement bêtes, idiots. C'est-à-dire au point où ils aient une peur bleue de penser. C'est l'objectif du gouvernement. Mais c'est pas un sentiment qui vous est propre? Non. Regardez comment les gens ont embassi, les gens ils ont simplement marché. Et si les franquistes peuvent se permettre de faire des réunions partout, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. J'ai donné son bail sur raison, ne partage pas cet avis. En réalité. Non, on interdit tout. Non, mais Dieudonné Somba ne partage pas d'avis. Lui, il porte ses idées sur les plateaux sans pour autant faire l'objet d'une tentative d'embassement. Oui. La question que vous avez posée, c'est ce qu'on a retiré. Mais je n'ai pas fini de développer. J'avais dit seulement c'est l'aspect. Parce que vous-même, vous n'avez pas laissé finir. Je voulais aborder le problème de la succession. Oui. Ce qui est certain. Ça a été mis sur la table selon vous? C'est sûr. Bon, ce qui est certain. C'est une évidence. C'est pourquoi j'ai dit que les enjeux, les préoccupations de la France rencontrent des enjeux nationaux, dont l'enjeu de la succession. Ce qui est certain, c'est que la France n'aimerait pas avoir un second tour des rencontres. Et donc, dans la mesure du possible, elle va agir en sorte qu'il n'y ait pas un tour des rencontres. De ce point de vue, contrairement à ce que pense Dr Niklé, Franck, c'est un francophile, c'est presque un français. Donc, pour les Français, puisque ce n'est pas la première fois, c'est le meilleur choix qu'ils soutiennent une succession dynastique. Ouais. D'un côté, les gens qui auraient pu faire concurrence sont embastillés, certains sont morts. De leur côté, il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est Franck qu'on met en exergue. On ne voit pas très bien comment la France pourrait refuser quelqu'un qui présente suffisamment d'arguments, n'est-ce pas,
pour s'imposer. Quel argument? Non, l'argument politique. Il est vide. Comme homme politique. Non. Il est vide, il est transparent. À mon avis, hein, j'ai le droit d'avoir cet avis-là. Je vais continuer ce que je disais. Je disais que la France ne peut pas soutenir Franck. Et j'insiste. Parce que les enjeux sont tellement énormes que c'est vrai que dans un autre monde, on se serait vu avec certains individus fantoches comme ça qu'on peut manipuler, qui va à tous les bancs. Mais c'est plus important, c'est plus grave que ça. Les enjeux sont si importants qu'ils savent que s'ils soutiennent Franck, ouvertement, ils vont braquer le peuple. Et le sentiment anti-français, laissez-moi déployer l'affaire. Le sentiment anti-français qui est depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, va s'amplifier. Et le Cameroun, c'est au cœur de tous les enjeux. Donc, ils vont tout faire, contrairement à ce que dit Dieudonné Somba, ils vont tout faire pour trouver un autre moyen que cette personne, Et que ce personnage. vous pensez à qui, par exemple? Ah non, il y a plein de gens, contrairement à ce que Dieudonné Somba dit, dans le gouvernement de Biya même, il y a des gens un peu normaux. Encore. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que par rapport à la visite. Allons-y jusqu'au bout. Hein. Vous pensez à qui? C'est ça ma question, Dieudonné Somba. Non, vous savez, il y a des gens que moi, je ne peux pas. Vous voulez citer personne. Mais il y a des gens là-bas avec qui je n'ai pas aucune attache. Mais quand même, quand on voit, il faut juste. Mais si vous citez, on peut tout au moins se poser la question et mettre un tout petit peu sur la balance s'ils sont clivants ou pas, s'ils peuvent y arriver ou pas. Ça permet d'avancer justement dans la discussion. Non, il y a beaucoup de gens qui sont compétents là-dedans. Très bien, merci. Je peux même passer. Bon, alors, la deuxième chose, c'est quoi? Par rapport à cette visite du président de la République, il y a des enjeux économiques énormes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions de marché, on a négocié les marchés. La première chose qu'il est venu faire, certes, la première chose qu'il avait en tête quand il venait, c'est la faire l'alternance. Oui, en parlant non, des marchés, l'économie. Non, tout le monde peut connaître ça. Tout le monde est économiste d'une façon ou d'une autre. Tout le monde est philosophe. Oui. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il est venu signer des contrats. Oui. Et vous voyez, vous n'avez pas remarqué peut-être, mais vous voyez les multinationales qui viennent s'implanter là, Carrefour, des machins, tous ces gens-là, les gens veulent encore reconquérir leur territoire. Pour eux encore, et la France n'est pas pour nous aimer, pour nous amadouer, donc ils sont là pour piller. Donc, c'est pour signer des contrats pour nous piller. Deuxième chose. Troisième chose. Si on dit ça, Yango ne fait pas abstraction, justement, si vous citez par exemple Carrefour, à cette accusation de pillage des entreprises françaises, puisque Yango, qui est russe, cherche de l'argent sur le Cameroun. Non, regardez ce qui se passe avec comment on appelle les brasseries. Oui. C'est épouvantable. Vous voyez ce mastodonte-là, le gars, Castel, il prend tout. Même Guinée. Comment? C'est-à-dire, si ce gars-là, avec cette posture-là, la France rééquilibre. Parce que si on décide maintenant de renverser Biya, ils vont créer un truc. Et Biya, il est conscient que quand il leur donne tout ça, il a dit, mais regardez, mais il est conscient qu'on peut le renverser, mais avec la bière. Donc, quand on nomme un général là, on nomme le général, regardez bien ce que je dis, on nomme un général, on prend toutes les bières, on dit nous-mêmes on peut fabriquer, c'est nous qui contrôlons les bières au Cameroun. Mais reste qu'il y a des nationaux et des nouveaux venus. Non, les Kaji, oui, c'est les petits, mais le fond, mais l'écrasante, quel rapport? C'est rien. Kaji c'est rien, c'est moins de 10%. Kassel peut renverser Biya. Biya c'est rien même. Vous comprenez la chose? Donc Macron prépare la guerre. Je vous dis, Macron prépare la guerre. Je vous dis, troisième fois, comme Pierre avait régné l'autre, Macron prépare la guerre. Et cette guerre va être guerre économique. Cette guerre va être la guerre pour monter les insurrections. Parce que si Biya est trop têtu et qu'il va s'aventurer là, aller en Algérie, comme il est parti l'autre jour avec son ministre des Affaires, le ministre de la Défense, qui est en Algérie. Macron vient de rentrer, donc tu as envoyé ton ministre en Algérie, fait quoi? Alors que tu ne l'as pas peut-être prévenu, ainsi de suite. Et le même ministre était parti signer en Russie. C'est la première que le président de la République a pris des distances avec la France. Ça veut dire donc que le Biya est quand même sur le chemin des parce que la France impose que le pays soit totalement libéré. Non, la France, je vous dis, je répète, la France ne soutient pas Biya, contrairement à ce que Dieudonné Somba dit. Et je le dis, je ne vais pas donner de détails. Et je vous dis, j'assume ça. Et je ne veux pas vous donner de détails, vous risquez voir très vite. Donc, la France, le Biya leur dit, bon, regardez, je vous ai donné toute la bière. Ça veut dire qu'en réalité, je suis conscient que je vous donne beaucoup plus de poids, mais laissez que nous on choisisse
notre personne, pour notre sécurité, mais pour la France, ce n'est pas sa sécurité qu'on. Il est un déchet, on peut le prendre aux gens. Est-ce que le président de la République a quelque chose, je vais dire, avait un intérêt dans des transactions totalement privées lorsque Guinness Cameroun décide de partir? Non. C'est pas privé. C'est pas privé. C'est totalement privé. Guinness Cameroun, c'est une entité, c'est Diageo. Et la SABC, c'est tout à fait autre chose. Au Tchad, par exemple, il y a eu une fusion-absorption où Diageo prend les intérêts de la SABC et au Cameroun, il faut inversement. Est-ce que le président de la République ne commande pas l'État? Sont-ils libres de mener des transactions entre eux ou pas? Non, c'est l'économie qui en le dit. Mais dans tous les pays, vu même l'enjeu, c'était une faute grave que les gens de ce pays. Et vous savez n'oubliez pas que c'est deux multinationales. Et en France, non, c'est pas ça. Non, je comprends ça, mais je vous dis, dans un État comme celui-ci, le pouvoir est souverain. Si le pouvoir est souverain, l'État organise. Dans aucun pays, on ne vient faire ce cinéma qu'on a. Donc la troisième chose aussi, c'est par rapport au... Merci Frido Lenké. Merci. Oui, j'ai parlé de l'alternance femme-Biya. C'est un débat houleux entre la France et le Cameroun. Il n'en parle pas. Et Biya impose, avec les gens qui sont sur le Biya, Alphonse il dit que moi j'ai déjà dit ça. Vous êtes responsable justement de vous. Oui, j'ai dit ce que je vous dis là. De vos propos justement. Si ils veulent me demander, je vais leur dire. Oui. Comme ils m'invitent seulement pour me donner des claques, pour me torturer, alors qu'ils sont trop bornés pour voir les choses évidentes. Nous, on philosophe dans un pays qui se respecte, dans un gouvernement qui va aller loin. Il ne traite pas un philosophe comme un enfant de la rue. Non, c'est des gens qui ne comprennent même rien à rien. C'est pourquoi ils vont échouer. C'est pourquoi même Franck va échouer. Mais sur cette parenthèse de ce qui vous donne des baffes, celui qui l'a fait aurait pu être votre enseignant. Enseignant de qui? De Frido Lenké. Enseignant comment? Enseignant justement. Dans quel domaine? Dans bien d'autres domaines. Par exemple, sur des questions hautement stratégiques. Il n'y a pas de stratégie, il ne connaît pas la stratégie. La stratégie élémentaire, c'est réfléchir, raisonner. Oui. Je ne veux pas dire ici, quand on m'avait attrapé, quand on m'avait torturé, on a eu une longue discussion. Et j'ai compris, il ne comprend rien. Je n'avais pas besoin de... C'est pourquoi je ne peux même pas... Quand il ne peut pas faire le procès, oui. C'est pourquoi je ne le considère même pas. Je ne le considère même pas. Colonel ici. Non, je ne le considère même pas. Pour moi, il n'existe pas. Et je maintiens la logique que pour moi, il n'existe pas. Oui. Bon, voilà. Donc, quand je pense, je m'énerve. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai dit à tous ces envoyés, les gens qui l'ont envoyé, je ne veux pas les voir, je ne veux pas le voir. Je peux le dire ici maintenant. Donc, ce qui est là, c'est que parce que les gens ne comprennent pas qu'un État comme celui-là, on doit comprendre, Dieu donné Souba parle, on dit arrêtez la guerre, vous ne voulez pas. Maintenant, le philosophe vous dit, voici historiquement ce qui s'est passé, on vous rappelle ici, vous n'en voulez pas. Vous voulez seulement torturer les gens, vous voulez seulement imposer un dictat aux gens. La troisième chose, c'est par rapport au rapport entre la France et la Russie. J'ai parlé de l'alternance, j'ai parlé des contrats. Ils sont en train de piller, ils veulent encore continuer à piller. La France ne peut pas nous soyons libres. Et Macron ne va pas faire le contraire de ça. Alors, la France ne veut pas que nous soyons libres, et on a le président de la République qui nous appelle de tout à fait autre chose, qui nous appelle à poursuivre le chemin de la liberté. Non, il ne le fait pas bien. Qui a la liberté? Il a l'existence avec la France. Non. C'est... Il veut se protéger. Biya veut se protéger parce qu'il sait que, comme il est têtu, les vieux sont têtus. Oui. Vous comprenez ça? C'est un avantage pour nous ou pas? S'il avait autour de lui les gens un peu normaux. C'est un avantage pour nous ou pas? Non, ce n'est pas un avantage pour le moment parce que ça nous sert pas. Mais ça nous sort au moins de... Oui, le changement dans les rentiers partent au marché. Moi, je suis parti au marché. Mais ça nous éloigne quand même de cette sorte de captivité que nous avons vis-à-vis de la France. Non, on n'a aucune captivité. Tant qu'on leur donne encore tout notre bien, tant qu'on est incapable que l'État, et ce n'est pas bien même là. C'est les petits gens là, les petits gens, ils sont les... Que représente la bière par exemple sur le gaz, Frido Lenké? On va sortir très rapidement. Non, mon ami, c'est les enjeux parce que c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a dit que... On sort très rapidement sur les 5 dernières ou les 10 dernières minutes, justement avec un dernier sujet pris en si. Il y a donc le journal L'Anecdote qui titre ce matin justement que les partis politiques s'effritent, se fragilisent. Et on a à l'esprit le cas du MRC avec les dissensions lors des renouvellements dans ce parti. Dieudonné Soma, est-ce que les partis politiques, comme le dit l'anecdote ce matin, se fragilisent par elles-mêmes? Ou alors, comme Frido Lenké tentait de défendre, c'est le parti unitaire, c'est-à-dire le parti au pouvoir qui tente justement de fragiliser tous ces partis politiques d'opposition? Vous savez, moi, je voulais d'abord revenir sur cette histoire
de vente de la Guinness. Oui, c'est important. En tant qu'économiste, oui. Oui. Normalement, l'autorité de la concurrence aurait dû s'opposer. Oui, C'est vraiment. oui. Parce que. L'autorité de la concurrence aurait dû s'opposer. Parlons de rapprocher un peu qu'on a. On ne peut pas autoriser dans un pays libéral et de manière délibérée cette concentration d'activités. Non, non. Une sorte de monopole. Dans d'autres pays, c'est l'État qui allait acheter dans l'hypothèse où la Guinness a réellement besoin de sortir du marché et a besoin de ressources. Dans la norme, c'est l'État qui devait acheter. Donc l'État aurait dû organiser les nationaux pour reprendre la Guinness. Par exemple, Oui. c'est un moyen. Et ça, c'est le bon sens. Ailleurs, par exemple, que fait l'État? Il achète et revend. Voilà. Il achète la Guinness, mais n'autorise pas que les brasseries prennent. Parce que quand les brasseries contrôlent, les gens sont 10% du marché. C'est un très grand danger. Donc là, c'est une. Maintenant, en ce qui concerne les partis, il faut une fois de plus noter que nos partis souffrent de deux principaux mots. Le premier, c'est une sorte d'identification communautaire. Le second, c'est la précarité. Et donc les partis se présentent aussi comme un moyen de sortir de cette précarité parce que le parti débouche sur les postes électifs, donc sur le changement même. Donc un parti comme le MRC qui décide de ne pas passer aux élections va à l'encontre de l'agenda de certains de ses membres qui en réalité vont le lui faire comprendre. C'est un élément de vulnérabilité. Il y a d'autres éléments de vulnérabilité. Donc, ce n'est pas un point d'effritement, c'est que l'environnement sociopolitique ne permet pas une saine activité politique. C'est-à-dire que l'environnement est vicié. Et nous revenons toujours sur l'architecture du système. Parce que tant que l'État lui-même sera toujours l'objet de compétition, cet esprit de compétition va rejaillir sur le fonctionnement des partis. Certains estimeront que nos partis, ils ont beaucoup travaillé, ils doivent jouir à travers les postes. Si on prend le cas assez emblématique du MRC, il est évident que c'était un parti qui avait de véritables perspectives de conquête des postes au niveau des mairies et du Parlement. Oui. Or, qui dit poste dit avantage réel. Les gens ne vont pas passer toute leur vie seulement à travailler. Et donc, quand le président Campo décide de manière presque unilatérale, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, cela nécessairement va entraîner de graves divergences qui peuvent démanteler même le parti, détruire le parti. Pour les autres, évidemment, l'usure même, voire la difficulté de s'élargir au-delà du bloc communautaire. Tout cela met rapidement les partis, ça les sature. Ouais. Le parti sature en quelque sorte ses capacités. Et quand un parti fonctionne sur la base d'un niveau saturé, si on prend par exemple l'UDC de la famille d'Amdouer, c'est un parti qui est pratiquement bloqué dans son cercle communautaire. Il se sature à ce moment-là parce qu'il n'a pas de perspective d'élargissement. Et à ce moment-là, il y a des problèmes d'usure qui se présentent. Et ça, malheureusement, c'est pratiquement le cas pour tous les partis en dehors du RDPC qui, lui, ajoute à la base communautaire l'avantage des postes administratifs et
des ressources. Mais la majorité des partis a ce problème de saturation rapide quand il a déjà couvert sa base économique. Et c'est ça, c'est un problème fondamental. Alors, par rapport à ça, par rapport à ce sujet, est-ce que c'est cela qui justifie justement qu'il y ait des suspensions dans les partis? On prend par exemple le cas du MRC avec un certain Guépi qui dit que c'est du fait de son soutien à Maître Michel Ndoki qu'il est aujourd'hui exclu du MRC. Non, il y a trop de manipulation. De la part de qui? Il y a trop de manipulation de la part du pouvoir en place. D'abord, vous savez, on a dépecé l'UPC. Alors c'est le pouvoir en place qui décide le responsable numéro Maître 1. Ndoki, Le responsable numéro 1 de la situation des partis politiques, il ne faut pas se cacher la face. C'est le RDPC. Ce sont les gens. Vous semblez donc dire que Maître Ndoki ne décide pas par elle-même de se présenter. Maître Ndoki, Michel Ndoki, je l'apprécie beaucoup. Donc vous pensez que c'est mon amie. En place qui elle est mon amie. Mais je ne sais pas comment je peux passer. Non, moi je ne parle pas d'elle. Je dis que les moi je parlais donc de l'exclusion de monsieur de Maître Guépi ou monsieur. Je n'ai pas fait l'enquête. On ne peut pas sa parole n'est pas une parole. Lui-même il déclare que c'est justement parce qu'il a apporté son soutien à Maître Ndoki que. Non, ce n'est pas une parole d'évangile. Que tout cela est arrivé. Même si c'est vrai. Oui. Comment Maître Ndoki s'est retrouvé candidat aussi? Ouais, on a un problème dans ce pays, on veut remettre la crédibilité de Maître Ndoki. On veut se rabattre sur les conséquences. Il faut remonter toujours les causes. Merci. Bon, donc, première chose. Donc, pour moi, fondamentalement, le responsable en numéro 1, monsieur Dieudonné, vous m'avez évité ça. Non, c'est le RDPC qui est en train de détruire les partis politiques depuis l'UPC, depuis avant. Donc, et je profite de l'occasion de dire à ce pouvoir que le temps qui nous a imparti est arrivé. Oui, et je dois dire que nous autres, nous allons apporter une proposition. Et je le dis en exclusivité ici. On va apporter une offre sociale dans ce pays. Et il faudrait qu'ils comprennent que ils ne vont pas braquer les gens éternellement. Le jeu politique doit être libre. Si Biya dit que pour exprimer ses opinions, on ne va pas rentrer dans le maquis, qu'il ne nous pousse pas au maquis. Très bien, merci. Merci infiniment, Fiedolenke. Il y a d'autres partis politiques qui ont pensé également apporter une offre. On pense justement à Olivier Billet qui a lancé un mouvement au-delà de son parti qui a été reformé. Les libérateurs aujourd'hui qui portent justement une nouvelle offre, l'Alliance pour la transition pacifique au Cameroun. J'aurais pu vous demander, messieurs, un commentaire là-dessus, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment d'être venu, Fridolin-Nké, Dieudonné Soba, merci. Ouais. Merci de l'invitation. Merci. Merci au grand frère qui a accepté de venir confronter justement. Il faut respecter quand même les aînés. Croiser les fers avec Fridolin-Nké. Merci infiniment. Madame, monsieur, c'est donc terminé justement pour cette autre édition, ou alors cette première édition de Bras de Fer sur les antennes de Mo Radio. Prenez rendez-vous pour une autre édition. La semaine prochaine, forcément, on sera du rendez-vous avec deux autres personnalités, si vous voulez, deux autres grosses gueules qui viendront justement croiser les fers sur les sujets qui les opposent. Vous avez bien compris que Fridolin-Nké et Dieudonné Soba avaient une ligne de fracture qui n'était pas aussi épaisse sur la question justement de la transition pacifique et politique au Cameroun. Sur ce, bonne soirée à tous et à demain. Bon week-end aussi. Merci.